up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule, un recueil de textes, pardon, qui s'intitule Au royaume des aveugles. C'est édité chez De l'Incidence éditeur. D'ailleurs, je salue Robert Bonamy pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et l'auteur de ces textes, c'est Olivier Cheval. Olivier Cheval qui est là pour revenir un peu sur quelques idées qui émaillent comme ça ces textes. Merci en tout cas d'être là. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah écoutez, très bien, je suis content. Alors, il faut dire qu'il y a eu quelques petits soucis pour faire cette émission, mais on est bel et bien là et j'en suis vraiment content et je vous remercie vraiment pour votre patience. Et avant de commencer l'émission, juste préciser que vous êtes artiste, cinéaste et que vous enseignez les arts plastiques à l'université de Paris 8 à Saint-Denis et que Au Royaume des Aveugles, c'est votre deuxième livre chez De l'Incidence éditeur après Le Partage de la douleur en 2018 et vous êtes également l'auteur de Lettres au pluriel sur la peste édité chez La Découverte lundi matin, c'était en 2022. J'aimerais que vous commenciez à nous raconter une anecdote sur, enfin, c'est ce que vous ouvrez le livre en tout cas comme cela, sur Danet, sur Serge Danet, pour qu'on comprenne un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ces textes existent. C'est quoi cette anecdote sur Serge Danet? Eh ben, je sais pas si c'est une anecdote, c'est je pars d'une émission que Serge Danet donne avec une cinéphile aveugle qui s'appelle Odile Converset, dans son émission Microfilm. Microfilm, en 1988. Et c'est une émission vraiment très étonnante d'entendre une cinéphile aveugle parler de cinéma et refuser tout à fait l'idée que, par exemple, elle assisterait. Enfin, pour elle, elle dit voir un film, elle dit pas écouter un film, et elle récuse l'idée que. Enfin, elle le dit pas vraiment, mais on sent qu'elle ne parle pas des films comme elle parlerait d'une émission radiophonique. Ou comme elle va dans la salle et elle a l'impression de faire l'expérience du film, même si elle ne voit pas. Et donc, cette expérience, c'est évidemment basé sur un phénomène sonore, mais aussi, j'ai l'impression, sur l'expérience du temps, sur l'expérience de partager un film dans une salle de cinéma. Et elle a des intuitions étonnantes. Et elle dit notamment cette phrase que je trouve assez belle, assez juste. C'est Godard travaille à ce que l'on voit le son. Bresson est quelqu'un qui permet d'entendre l'image. Et c'est assez beau et ce qui est assez beau aussi dans l'émission, c'est que Serge Danet et elle, quand ils parlent des films, on a vraiment l'impression qu'ils ont vu les mêmes films. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est une émission de radio, donc l'entendre dire ça, enfin l'écouter plutôt dire ça, c'est doublement troublant, j'imagine. Oui. Eh ben oui. Mais je crois que ouais. Comment, pardon, excusez-moi, disiez? Non, c'est une émission de radio et on l'écoute. Et il faut se dire qu'elle, quand elle va au cinéma, ce qu'elle vit, elle n'a rien à voir avec l'écoute d'une émission de radio. C'est ça. Mais je crois qu'on l'avait vu déjà dans une espèce de documentaire, reportage, je ne sais plus, qu'on peut retrouver d'ailleurs, je crois, sur YouTube, qui s'appelle Damned Danet, où il revient sur Rossellini, sur Godard, et elle est là. Elle fait partie d'une espèce d'atelier comme ça je ne sais plus qui avait mis en place cette émission, mais on peut trouver ça sur Internet. Et elle est là, Odile Conversée, pardon. Et elle raconte tout ça et c'est assez impressionnant. Et ce serait donc est-ce que ce serait, comment dire, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous sensibilise là-dedans par rapport, est-ce que ça fait partie aussi de votre rapport au cinéma? Mais là, c'était le point de départ du livre, de dire que au cinéma, il s'agit de partage de sons et d'images, du visible et de l'audible, et que c'est ça la matière du cinéaste. Et à partir de ça, le livre décline 8
8 manières dont des cinéastes travaillent le visible et l'audible, avec l'idée qu'au centre, il y a des personnages qui sont comme des nœuds ou des points qui ont un certain rapport à l'audible, au visible, mais souvent lacunaires, contrariés. Et c'est ce que j'appelle des aveugles dans plusieurs textes, c'est que beaucoup de ces personnages sont aveuglés. Ils seraient aveuglés par quoi exactement? Ils sont aveuglés par leur désir, par leur passion. Voilà. Et c'est les titres désir et passion des 2 premiers chapitres. Et les films sont le récit de cet aveuglement. Mais c'est aussi les formes plastiques qui inventent des images, des plans, des compositions visuelles et sonores, où le personnage est un maillon de la pièce. Et ce serait quoi la différence pour le coup là entre image et plan à ce moment-là? Alors le livre essaye de réfléchir plusieurs fois là-dessus. Pour moi, une image, bon, en cinéma, à moins concrètement, il y a 24 images par seconde, il y a énormément d'images dans les films, mais j'ai tendance à vouloir appeler image au cinéma un moment de condensation ou de croisement de plusieurs forces, plusieurs formes dans le film qui par moment se condensent et font une image. Je pense qu'en fait, dans les films, il y a très peu d'images, il y a des plans, c'est-à-dire qu'il y a de la durée, il y a des cadres et il y a de l'espace. Et par moment, ces cadres de temps et d'espace forment une image qui a une valeur emblématique ou une valeur condensatoire. Le cinéma de Sternberg est tout entier fondé sur ces quelques images qui condensent très rapidement un destin. Comme à la fin de Morocco, les escarpins de Marlène qu'elle abandonne en gros plan, qui disent son destin aller marcher pieds nus avec des femmes bédouines dans le désert à suivre le légionnaire dont elle est amoureuse. Mais est-ce que ce serait une forme aussi d'interactivité avec le spectateur, une forme d'image subliminale? Ce serait le condensé, ce serait l'image subliminale? Non, je crois que les images, elles sont visibles, c'est des images qui existent, le gros plan, il existe, mais elle prend une valeur d'image qui la sort un petit peu du régime visuel du reste du film. Et alors ça, c'est évidemment toujours une opération subjective et objective. L'image, elle est dans le film, et c'est moi, spectateur ou moi, analyste, qui voit un phénomène de condensation particulier. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, mais après, comme vous l'avez dit, c'est un travail aussi très subjectif. Juste, je vais quand même citer les auteurs dont vous utilisez certains de leurs films pour pouvoir, dans les textes. Il y a Manuel de Oliveira. Non, d'abord, il y a Montero. Vous parlez de Montero. Peut-être ça serait intéressant qu'on en reparle au début de Montero, mais aussi il y a Manuel de Oliveira, il y a Éric Rohmer, Alain Guéraudy, il y a Sternberg, donc Douglas Sirk, Marguerite Duras, Robert Bresson. Et puis, pardonnez-moi, j'ai oublié. Si, c'est un texte très beau d'ailleurs. Pardon? Il y a Jean Grémillon. Il y a Jean Grémillon, oui, je crois que je l'avais. Non, je l'ai pas dit. Et puis, il y a un texte sur la promesse de réconciliation, sur Yohei Yamakado, pardon. Et là où je voulais en venir, c'est que est-ce qu'il y aurait d'autres cinéastes aussi, par exemple, quelqu'un comme Hitchcock, est-ce qu'il pourrait rentrer dans ça? Parce que il y a toujours cette espèce d'image finalement qui est une espèce d'addition ou de juxtaposition de plans. Et Hitchcock, pour le coup, c'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup travaillé sur ce cinéma-là. Enfin, son cinéma est travaillé énormément par ça. C'est la grande phrase de Godard. Alors, je n'ai pas la cité de mémoire, mais le fait que d'Hitchcock, on a oublié toutes les histoires, on a oublié pourquoi à un moment on monte un verre de lait, mais on n'a pas oublié le verre de lait. On a oublié pourquoi Cary Grant est dans cette situation dans le tunnel avec le train, mais on n'a pas oublié le train qui rentre dans le tunnel. Et qu'en effet, ce que je raconte, c'est ce que je disais là sur les images. Finalement,
beaucoup de théories modernes du cinéma l'ont dit, que comme en dessous de la fiction ou au-dessus, il y a des phénomènes de condensation à un moment où des images emblématiques qui émergent d'une fiction dont on peut après coup oublier les rouages. Et qu'est-ce qui réunit dans la première partie, quand vous avez appelé cette partie désir entre De Oliveira, Romer et Guiraudy, qu'est-ce qui relie ces trois cinéastes par rapport à ça, par rapport à cette densité du visible? Les trois, je ferai des distinctions, mais Oliveira, Romer et Guiraudy, c'est trois cinéastes qui parlent de désir, avec des cinéastes bavards, des personnages qui recouvrent de mots leur désir. Et dans les trois cas, c'est différemment, mais ce qui m'intéresse, c'est comment le personnage qui désire s'aveugle lui-même. Chez Romer, c'est très simple. Souvent, la fiction part d'un moment où un personnage est empêché de voir, soit parce qu'il croit voir ce qu'il n'a pas vu, ou il ne voit pas ce qui était pourtant sous ses yeux. C'est le début c'est au milieu de Pune à la plage, le personnage joué par Pascal Grégory, qui voit Rosette à une fenêtre. Et seulement, il n'a pas vu qui était son partenaire. Il a compris qui c'était, mais la personne pourra nier, et en effet, il ne l'a pas vu. Et lui, il a comblé une lacune du visible, il n'a pas vu le partenaire, mais il a cru le voir, et sa jalousie s'engouffre dedans. C'est la même chose qui se passe au début d'Astrée Céladon, quand Astrée croit voir Céladon embrasser la femme qu'en fait il repousse. Et il y a le phénomène inverse, c'est le personnage qui ne voit pas ce qu'il a pourtant sous les yeux. C'est Fabrice Lucchini dans Les Nuits de la pleine lune, qui est tellement omnubilé par la beauté de Pascal Augier, de Louise, qu'il ne voit pas la femme qui sort dans le café avec Cheikh Cario, le petit ami de Louise, de Pascal Augier. Et comme il confond toutes les autres femmes, et du coup, il n'est pas capable de lui dire qui l'a vu. Et c'est pourtant, on apprend que c'est en fait la maîtresse et la future petite amie de Cheikh Cario. Et donc, il y a un mauvais ajustement. Le visible est lacunaire chez Romer, mais en fait, c'est la morale basinienne, c'est-à-dire que les personnages, comme les caméras, cadrent, et le cadre, ça exclut du visible tout leur champ, et ce qui est dans le cadre est surinvesti de désir et d'attention. Et donc, on voit mal. Mais c'est aussi lié au montage, pour le coup. C'est aussi un travail sur le montage. Si vous parlez de Basignan, il y a aussi de cela. C'est parce que le cadre, il y a une durée qui fait ça. Il y a un travail sur le temps. C'est pas, par exemple, comment je pourrais dire, par exemple, on parlait de Godard, ça serait là pour le coup, le visible serait différent parce que le montage l'est aussi. Le travail sur la durée est complètement différent. Oui, mais chez Romer, j'ai l'impression que c'est surtout une question de découpage et de cadrage. C'est-à-dire qu'à un moment, il cache des éléments et la beauté des films de Romer, c'est justement ce jeu entre la limpidité du récit et en fait la complication des éléments du visible qui sont imbriqués dans le récit, qui font que entre ce que l'on voit, ce que l'on entend, entre ce qui est visible et ce qui est dit dans les films, il y a toujours une lacune, il y a toujours une différence. Et les personnages disent beaucoup, souvent ils mentent, soit ils se mentent à eux-mêmes, soit ils se trompent, soit ils mentent délibérément. Et ça fait que le disciple et le visible sont comme sur deux lignes parallèles qui peu à peu cessent d'être parallèles et s'éloignent. Et c'est là où la fiction s'engouffre. Et vous retrouvez ça aussi chez De Oliveira et Guiraudy? Chez Oliveira, oui. Chez Manuel d'Oliveira, alors c'est un peu différent, c'est que les personnages ont des lubies, ont vraiment des obsessions, des fixettes comme ça. Et ça les empêche de voir
ce qui par contre est criant de vérité ou de présence, mais qu'il ne voit pas. Et ça fait que le visible est un peu scindé en deux. Il y a la présence évidente des choses, c'est en ça qu'il est un cinéaste encore rossellinien, encore basilien. Et en même temps, il y a un éclat particulier de certaines images qui font que son cinéma est beaucoup plus baroque. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Miroir magique, qui raconte, ça a l'air un peu rébarbatif comme ça, c'est un film magnifique et très drôle, qui raconte comment une femme veut absolument voir la Vierge. Et les personnages, ses domestiques, vont lui fomenter une petite mascarade, une mascarade d'apparition virginale. Et par ailleurs, un autre moment du film, il y a une nonne qui vient la visiter, une femme très belle qu'on imagine être peut-être une sainte, qui apparaît dans une sorte de référence à la peinture religieuse, à l'Annonciation, dans un cadre qui est séparé en deux. Il y a deux espaces et il y a une petite ruelle d'où elle vient du fond du plan. Et vraiment, tout dit que c'est une apparition mariale, en tout cas une apparition miraculeuse, et ça, elle ne va pas le voir. Et ça m'intéresse chez Oliveira, il reprend quelque chose à Dreyer que je trouve très beau, c'est le regard dans le vide. Ces personnages ont toujours l'air de ne pas vraiment voir ce qu'il y a en face d'eux. Ils ont même l'air de regarder dans le vide, voire d'être aveugles par moments, notamment Léonore Silveira, sa grande C'est actrice. pour ça que d'ailleurs que dès le début, c'est le rapport avec je dis Gertrude, avec Gertrude. Ouais, dans Gertrude de Dreyer, c'est là où Dreyer allait le plus loin, encore après Ordette, sur cette invention-là de personnages qui parlent en ne se regardant pas, comme si chacun livrait une sorte de monologue intérieur à l'autre, ce qui donne l'impression que par moments, deux âmes tentent de communiquer sans forcément y arriver, mais qui n'ont jamais vraiment affaire l'un à l'autre. Et il y a ce très beau moment dans Gertrude où Gertrude revoit un ancien amant qui va lui révéler que le compositeur qu'elle aime est en fait un jouisseur qui a plusieurs maîtresses, qui n'est pas du tout amoureux d'elle. Et c'est une longue conversation sur un canapé où ils sont côte à côte. Ça dure presque 10 minutes. Et ce qu'il lui dit est terrible. Elle ne peut pas vraiment le vivre, pas le supporter. Et la durée est très longue, le plan est fixe. La durée s'accumule, fait une sorte de pression sur le plan, jusqu'à ce que le quatrième mur s'effondre. En fait, le mur du fond va s'effondrer métaphoriquement, parce qu'en fait, on comprend seulement quand ça s'ouvre que c'était une sorte de mur-porte qui se déplie. Il y a un nouvel espace qui s'ouvre et elle va devoir, derrière eux, donc ils ne le voient pas. Finalement, ils y vont. Il y a le pianiste, l'homme dont elle est amoureuse, qui les attend. Et elle va chanter, et puis la pression du plan et de la situation est tellement grande que son corps est d'une densité extrême, et elle va s'effondrer, et le plan va s'arrêter au moment où elle s'évanouit. Et c'est très troublant parce que c'est vraiment à l'intérieur même du récit entre ces personnages-là, mais nous, spectateurs, comment dire, qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là du spectateur? Est-ce que par rapport à cette densité du visible, ce qui n'est pas montré, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Parce que ce que vous donnez comme exemple, extrêmement bien détaillé, c'est sur des personnages à l'intérieur d'un récit, mais nous, autour de cela. Nous quoi? Et nous, spectateurs, parce que ces personnages-là, effectivement, certains n'arrivent pas à voir ce qui est devant eux, mais nous, spectateurs, on a le rapport qu'on entretient avec ce genre de film est assez particulier pour le coup. Bah, ça dépend. Oui, des films. Hein. Chez Romer, c'est évidemment le plaisir du spectateur est d'être à la fois celui qui a de l'avance sur les personnages, et en même temps celui qui est pris au piège. Finalement, dans Les Nuits de la pleine lune, je pense que tout spectateur est en empathie avec Louise. Romer, au moment où Fabrice Lucchini voit la jeune femme, il l'escamote, donc il ne montre pas la femme qu'il voit, et on est comme le personnage de Louise, on
on est focalisé sur elle, son choix amoureux, les choix qu'elle a à faire, son désir, et on ne voit pas ce qui se joue hors champ comme elle. Et on partage le destin du personnage. Et souvent, par exemple chez Olivera, les éblouissements dont sont victimes les personnages sont aussi ceux du spectateur. C'est-à-dire que Olivera fomente des moments d'apparition éblouissants qui vont éblouir spectateurs et personnages au même moment. D'où ce désir. Et par rapport à la deuxième partie de votre recueil de textes que vous avez intitulé, Passion. Là, pour le coup, ça serait quoi exactement ces passions qui réunissent ces 4 exemples, c'est-à-dire Evan Sternberg, Douglas Sirk, Grémillon et Marguerite Duras? Bon, c'est les passions amoureuses dans les 4 cas. Après, des textes ont été écrits à des moments différents que j'ai réunis. Je pense que voilà, c'est des cinéastes très différents. Il y a Douglas Sirk et Sternberg que je lis dans le livre. Au fond, le livre, on pourrait dire, c'est une sorte de tentative de définition baroque de l'art du cinéma, comme un art qui serait fondé sur les complications du visible, les entortillements du visible, le fait que le visible est dense et que les films jouent à distiller le vrai et le faux, comme dans une sorte de spirale. Et Sternberg et Sirk, pour moi, c'est les 2 plus grands formalistes du cinéma hollywoodien classique. L'un qui a affaire à l'évanescence du visible, Sternberg, avec son noir et blanc qui est toujours tendu vers la blancheur qui va prendre l'image. Et Sirk qui est au contraire le plus grand coloriste de Hollywood et qui lui a affaire au noir. Souvent dans les moments les plus beaux des films Douglas Sirk, un personnage comprend qu'il est aveuglé et son visage est violemment jeté dans l'ombre, dans des compositions en clair-obscur, parfois à contre-jour, très violentes. Et je pense à 2 moments de Tout ce que le ciel permet et Le secret magnifique, où le même personnage joué par Jane Wyman va comprendre qu'elle a été aveuglée. Et dans l'un des films, littéralement, elle est devenue aveugle. Littéralement, j'allais vous le dire, ouais, au sens littéral du terme. Ouais. Et elle décrit la nuit dans laquelle elle est plongée à sa belle-fille. Et ce qui est très beau, c'est que le fait qu'elle soit aveugle fait qu'en fait, dans ce film-là, elle a une longueur d'avance sur tous les autres personnages. Et en fait, elle sait que l'homme qu'elle aime, c'est l'homme qui est la cause de tous ses malheurs. Elle le sait profondément, elle n'est même pas consciente, mais quand la chose va être révélée, elle l'aura déjà su. Elle l'aura toujours déjà su. Et dans l'autre film, c'est les conventions bourgeoises et les réticences de ses enfants qui vont l'empêcher de faire le grand pas pour aimer Rock Hudson. Donc, c'est toujours les mêmes 2 acteurs. Et le moment où elle va lui dire non, quand il lui demande en mariage, c'est un moment de coucher de soleil dans le moulin, où leurs visages sont entièrement dans l'ombre et seuls leurs habits avec des couleurs très vives ressortent du plan. Et leur aveuglement est là, pour le coup, totalement transcrit par la composition plastique des images de Russell Metty, le grand chef opérateur des 10 dernières années de Douglas Sirk. Et ça rejoint pour le coup un peu... parce qu'il y avait quelque chose aussi sur le texte que vous avez écrit sur Grémillon, que j'ai trouvé... alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est tout au début... attendez. Non, pardon, excusez-moi, c'est page 96, donc c'est pas au début de votre texte, c'est ça que vous dites. Vous écrivez, je vous cite, on peut être aveugle parce qu'on a intérêt à ne pas voir ce qu'on a sous les yeux, être dans le déni, mais on peut également l'être de ne plus voir qu'une seule forme du visible au détriment de toutes les autres, c'est-à-dire être dans la passion. Et cette cécité née de l'obsession peut aussi bien être une surdité, et le cinéma s'en faire le relais à partir du moment où il est devenu sonore et qu'il s'est attaché à retranscrire les formes de l'expérience humaine en images et en sons. Et le seul est à vous, et l'histoire de cette surdité. On pourrait parler aussi de votre style. Enfin, il y a cette...
il y a si vous parliez de Bazin quand il fait son livre Qu'est-ce que le cinéma, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est par rapport à ça, et j'ai trouvé ça très très beau, ce moment où vous parlez de Gris-Mignon, ce rapport à la cécité, et cette manière que vous avez peut-être de définir votre cinéma en quelque sorte. Oui, Grémillon, il m'a intéressé pour Le ciel est à vous. Je trouvais être son plus beau film, un film vraiment, vraiment un de mes films préférés. Je trouve Exactement. ça vraiment extrêmement beau. J'ai envie de vous dire tout Et Gris-Mignon, j'ai envie de dire beaucoup tout Gris-Mignon, mais bon. beaucoup de Grémillon est très très beau. Et moi, Le ciel est à vous est le film que je préfère. Et c'est un film, pour le coup, vraiment, ça fait partie de cette époque du cinéma avec les films de Becker, avec les films de Renoir, où des films qu'on dit qu'on versait a dû aimer parce que les écouter est un ravissement. C'est les plus belles voix du cinéma français. C'est Madeleine Renaud dans Le ciel est à vous. Et, et c'est un film qui a vraiment une composition sonore aussi stricte et aussi passionnante qu'un film de Bresson. C'est un film où les personnages ne peuvent pas s'entendre les uns les autres. Et il y a un moment terrible où ils doivent sacrifier le fait que pour vivre leur passion de l'avion, ils doivent sacrifier le piano de leur fille. Et le prof de musique, et du coup, le prof de musique essaye de leur faire entendre comment deux pianos différents sonnent. Et Génial. eux, ils ne voient pas la différence et ils prennent le moins cher pour leur fille. Et par contre, quand ils entendent un moteur d'avion, juste après, ils disent « Ah, ça, c'est de la musique ». Et la passion de la fille pour le piano leur est inaudible, n'apparaît pas à leurs yeux, parce qu'ils ont une autre passion, celle de l'aviation, et cette passion commune qui va être la forme de leur amour. Mais cette passion, elle est très belle, mais elle a, comme toute passion, elle a un prix, c'est celui d'exclure du visible ou de l'audible le reste, et donc de faire que leur enfant, qui aurait pu à tout moment devenir orphelin, souffre de cette passion commune pour les avions. Je voudrais vous poser une question par rapport au cinéma d'aujourd'hui, à part Guiraudy, hein, est-ce qu'il y a des films qui seraient intéressants à questionner en reprenant ce que vous essayez vous-même de questionner dans ce livre, par rapport à cette densité du visible, par rapport à ce qu'est l'indicible. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des cinéastes qui travaillent beaucoup de cette manière-là, des cinéastes d'aujourd'hui, hein? Bon, mais oui, enfin, je sais pas. Après chaque texte, le livre est pas un. Bon, le livre a, disons, une thèse un peu générale, cette histoire du visible et disons, de poétique baroque du cinéma. Après, bon, je pense à un cinéaste, Shyamalan. Il me semble que Shyamalan, dans la manière dont il fait peser la question de la croyance au cœur de ses films, Exactement, oui. fait que les spectateurs, c'est ça au fond, on pourrait dire aussi, ce qui m'intéresse dans les films, c'est que le fait que les personnages ne voient pas la même chose. Dans un film de Romer, dans un film d'Olivera, dans un film de Grémillon, nous, le spectateur a accès à ce que donne à voir le cinéaste, mais les personnages ont des points de vue, comme chez Leibniz, des points de vue sur ce qui est en jeu, tellement différents qu'ils finissent par ne plus voir et entendre la même chose. Et le cinéma de Shyamalan, depuis le début, depuis le sixième sens, jusqu'à la jeune fille de Jusqu'au l'eau, dernier, jusqu'au d'ailleurs. que je trouve un peu moins bon, mais c'est cette question-là. Mais qui a tendance à aller de la question de qu'est-ce que je vois, va de plus en plus, je pense que c'est la limite de son cinéma récent, vers qu'est-ce que je crois. Ouais, on va pas. J'allais vous poser une autre question là pour le coup sur Shyamalan, mais je préfère qu'on reste sur le bouquin parce qu'après on va faire plein de digressions et ça va durer 3 heures. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça peut aussi peut-être donner parfois une posture un peu réactionnaire. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. J'aimerais. Alors, je rappelle, Au Royaume des aveugles, c'est édité chez De l'Incidence éditeur. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'aller sur le site de la maison d'édition et vous procurer le livre. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, oui, vous lire un extrait une seconde fois. C'est, si je ne me trompe pas, c'est le dernier texte, c'est la promesse de réconciliation sur Yohei Yamakado, pardon. Et c'est
que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui pourrait peut-être en même temps, peut-être, je sais pas, moi, une espèce de conclusion sur tout ce qui est écrit, en tout cas dans le livre. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Et c'est beau. Vous dites, c'est page 154, et vous écrivez, pour voir Amor Omnia, il faut tout oublier. Oubliez tout. Oubliez le cinéma, ce que vous croyez en savoir, oubliez les images du cinéma, oubliez les sons du cinéma, le rapport des images et des sons, les idées que vous en avez, oubliez la parole des films de Bresson, des films de Manuel de Oliveira, oubliez la poésie des films de Marguerite Duras, de Pier Paolo Pasolini, oubliez le lieu des films de Yasujiro Ozu, de Jean-Marie Straub et Daniel Willet, oubliez Dreyer, la beauté du temps dans les films de Karl Theodor Dreyer, oubliez même Gertrude, la femme, l'aveugle, la voyante, oubliez même le visage de Gertrude dans son tombeau et cette phrase, Amor Omnia dans Gertrude, le film, oubliez plus loin que le cinéma, oubliez les mots et images de l'art, la peinture, la littérature, oubliez Virgile, oubliez votre latin, toutes ces choses sont dans la salle, elles sont dans l'air, mais vous les avez oubliées pour assister au commencement du cinématographe, au premier film du monde. Alors, je vous demande peut-être pas de commenter, mais j'ai trouvé ça juste très beau, parce qu'il faut aussi dire le style, enfin votre manière d'écrire. Une question très très simple, peut-être très basique. Comment on écrit ces textes-là? Ça dépend des textes. Souvent, beaucoup de textes ont été écrits à l'occasion des rétrospectives, parfois à la Cinémathèque, parfois ailleurs, des cinéastes. Se plonger dans une œuvre pendant une durée et après essayer de retranscrire vraiment ce qui a sailli de manière transversale. Le film sur Yohei Yamakado est un peu différent. C'est un ami que j'ai rencontré lorsqu'on était tous les deux étudiants au Frénois. Et le livre se finit aussi sur l'écran noir, parce que Amor Omnia, c'est une lecture des bucoliques de Virgile, intégrale, en latin, dans le noir, avec quelques images qui surgissent du noir. Et alors c'est un geste qui avait été fantasmé par Manuel de Oliveira, qui avait été réalisé dans Blanche-Neige par Montero. Et là, peut-être, en voyant Amor Omnia de Yohei Yamakado, Odile Converset et nous sommes, sauf à quelques moments d'image, dans la même situation. Et on est quand même face au visible, à sa densité extrême et à son mystère. Au Royaume des aveugles, de l'Incidence éditeur. En tout cas, c'était un plaisir de discuter, d'ouvrir une petite parenthèse avec vous. Mais je vous invite vraiment à lire le livre, c'est vraiment passionnant. Merci à vous, Olivier Cheval. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions. Just